Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus à l'invitation de l'équipe de la 17e circonscription de Paris à cette troisième émission de notre série sur la culture populaire, la culture de masse et ses enjeux politiques. Aujourd'hui, on a choisi le sujet des jeux vidéo. Et on a plusieurs invités de talent, d'expérience, avec qui on va pouvoir échanger. Donc Hugo Bernalicis et moi-même. Alors pour commencer, on va regarder une petite vidéo avec des extraits de jeux qui vont lancer un peu le débat sur la problématique des jeux vidéo comme une industrie de masse qui concurrence aujourd'hui les plus grandes industries, qui est une des premières industries de divertissement. Et nous, la problématique, le questionnement politique qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça dit de la société aujourd'hui, comment ça traduit les changements, les progrès technologiques, les progrès artistiques et culturels, et quel contenu aujourd'hui se retrouve dans les jeux vidéo, et comment est-ce que, en tant que militants politiques aussi, en plus d'être des fans de jeux ou intéressés par le sujet, on comprend ces phénomènes et on peut aussi s'y divertir politiquement. Donc voilà, on va lancer la vidéo et ensuite on lancera le débat donc, avec nos invités qui se présenteront par ailleurs et avec qui on pourra échanger. Magneto, Laurence. We are human beings. Each and every one of us. This must not go on. This injustice must end. An increase in the number of terrorist attacks highlights the danger posed by augmented citizens. I once thought I could save the world. Now look at it. Help me! Yeah, oh, here we go. Yeah! Thank you very much. All right. Let the eternal light shine! Yeah! Somebody wait! Wait! Where y'all going? Come back! Come back! Oh, hey. Hey. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I can't stay. What's up, babe? No, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony.
Grossman. That guy's an asshole. Look, I'm not going to insult your intelligence by pretending to be a good guy. I'm a politician. I'm a cynic. I'm very needy. I need people to like me. I need people to like me so that they elect me. I need people to elect me so that I feel marginally less bad about myself when I stare into the mirror. That being said, I try to do a good deed here and there. Democracy's a beautiful thing. Personally, I prefer a benign dictatorship without the pretense of choice. But let's leave the political discussion, shall we? Yes, let's. Unfortunately. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat. Oh, Ellie. I think they should be terrified of you. Donc alors, merci déjà à François, qu'on ne voit pas à l'image, mais qui s'est occupé de faire cette petite vidéo, cet extrait de plusieurs jeux assez différents, avec y compris des esthétiques très différentes, avec du contenu politique, et donc c'est un peu autour de ça qu'on voudrait discuter. Alors la première chose à dire, c'est que moi je ne m'y connais absolument pas en jeux vidéo, donc je vais un peu être l'ingénu qui pose un peu toutes les questions bêtes mais toujours très intéressantes de base, donc ne vous vexez pas si je vous demande des choses qui sont de notoriété publique. Il n'y a pas de question bête. Et puis Hugo fera le gamer fou qui connaît surtout, qui a joué tous les jeux, qui a atteint tous les niveaux, et donc comme ça on fera... Je ne suis pas ce genre de... Voilà. Bon, moi ma première question, ça... On évoquait tout à l'heure un peu Nintendo, c'est le jeu comme une industrie de masse, et j'aimerais un peu connaître le fonctionnement de cette industrie, peut-être rapidement, comment ça émerge et quelle place ça occupe un peu aujourd'hui. J'imagine de ce que j'ai lu comme ça, c'est immense quoi, ça se compte en milliards de dollars aujourd'hui, les gros mastodontes, et puis ce qui émerge aussi en termes indépendants. Pour commencer, peut-être que chacun peut se présenter, Brice, Lola, Adrien, un peu ce que vous faites, et voilà, si vous pouvez expliquer un peu déjà dans quel univers et comment il est structuré, cet univers du jeu vidéo, du point de vue de l'industrie et des grandes machines qui produisent tout ce divertissement. On va commencer, ouais. Brice. Je commence, donc Brice. Moi, je suis directeur créatif chez Timto Games, donc qui est une filiale d'un groupe d'animation qui fait des séries pour les enfants, et donc moi je suis en charge de l'adaptation de ces séries en jeu vidéo. Essentiellement, on fait du jeu mobile, quoi, du jeu pour smartphone.
avec des modèles économiques qu'on appelle le free-to-play, donc les jeux gratuits qui se financent par d'autres modes que l'achat initial. Et à côté de ça, je suis aussi membre du collectif Klondike, qui est un collectif de 10 créateurs de jeux qui s'est monté il y a 6 ans maintenant, et qui a une approche beaucoup plus artistique du jeu et qui se sert vraiment du médium comme d'un moyen d'expression. Donc on est dans des circuits qui sont hors circuits commerciaux, on va plus faire des jeux qui vont être soit disponibles gratuitement, soit qui vont être présentés lors d'événements, d'expositions, qui sont des jeux un peu artistique a un bien grand mot, mais ce qu'on va dire indépendant, puisque l'industrie aujourd'hui se divise un peu en 2 grandes catégories, en tout cas dans l'esprit de pas mal de gens, à savoir toute l'industrie mainstream qui est composée des grands acteurs qu'on connaît, ça va être Sony, Microsoft, Nintendo, dont on va sûrement reparler un peu, mais et puis tous les grands éditeurs, Electronic Arts, Activision, Ubisoft pour les Français. Et à côté de ça, depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a toute une série de petits développeurs qui ont décidé de s'affranchir un peu de tout ça et de créer des jeux à leur manière, les distribuer par des canaux qui ne nécessitent pas la présence d'un éditeur qui va financer ou simplement se charger du transport des boîtes de jeux, par exemple. L'arrivée de ces petits développeurs indépendants, c'est aussi lié à la numérisation des contenus, le fait de pouvoir diffuser à n'importe qui des jeux juste en les faisant télécharger. Ça permet de s'affranchir de tout un tas de contraintes matérielles qui permet à tout à chacun de se lancer. Et mais du coup, je pense que ça, Lola en parlera beaucoup mieux que moi. Peut-être l'ouverture on en reviendra dans le débat sans doute, mais l'ouverture de Steam. Steam qui a été effectivement le gros début. C'est quoi Steam? Alors Steam, juste pour terminer, Steam c'est une plateforme de distribution de jeux vidéo en ligne, donc dématérialisés, qui s'est créé en 2004-2005, qui a été créé par un développeur de jeux, ce qui est un peu inédit d'ailleurs dans le monde des industries culturelles, c'est-à-dire que c'est la première fois que c'est un acteur qui est un créateur et non pas un distributeur qui devient le leader de la distribution en passant au numérique. Et aujourd'hui, les ventes de jeux sur PC, c'est 80% par Steam. Voilà. Il faut dire qu'au début, Steam avait une politique un peu protectionniste. Enfin, c'était leur jeu qui était sur leur plateforme. Voilà. Et depuis qu'ils ont ouvert, c'est aussi un moyen d'accès pour les indépendants pour diffuser leur... Ouais, et ils ont une politique vraiment d'extension en fait au tout début. Donc c'était leur jeu. Ils ont commencé après en 2005-2006 à ouvrir à quelques jeux qu'ils choisissaient eux-mêmes, qui étaient très sélectionnés. Donc ça a été pendant 5-6 ans comme ça, et ça a été un peu le Graal des développeurs. Quand on était accepté sur Steam, on savait qu'on allait faire des ventes, qu'on allait rentrer dans nos frais, parce que il y avait une telle petite quantité de jeux qui sortaient sur cette plateforme que dès qu'ils sortaient, ils étaient automatiquement vus. Et puis aux alentours de 2011-2012, ils ont commencé à ouvrir les vannes, et aujourd'hui Steam c'est une dizaine de jeux qui doivent sortir par jour minimum. Alors ce qui est rien comparé aux jeux mobiles, où les jeux mobiles sur Android c'est 300 à 400 jeux par jour, hein. Donc ça, on est encore à des échelles différentes, mais ça fait que aujourd'hui c'est vraiment une plateforme ouverte et tout à chacun quasiment peut publier dessus. Et Lola, juste pour comprendre comment ça marche, il y a des gens qui ont des idées, qui veulent des créateurs. Ça a commencé comment ça a commencé avant Internet, les jeux vidéo, au siècle dernier, quand j'étais jeune, c'était Mario, etc. Voilà, d'où ça vient, qui fait quoi dans le système, l'écosystème. Déjà, pour créer un jeu vidéo, il faut avoir une petite équipe et 2 personnes. Après, ça dépend si on est dans une grosse structure ou plutôt à un niveau indépendant. Par exemple, moi je peux parler de mon point de vue puisque je suis développeuse indépendante. Ce qui fait qu'à la base, il faut avoir un concept, envie de transmettre quelque chose. Ça peut être ouvertement politique ou pas du tout. Ça peut être juste envie de faire jouer des gens et divertir. Donc une fois qu'on a cette idée, de base, on a une personne qui s'appelle le game designer qui en gros va s'occuper d'écrire tout le concept et toutes les règles du jeu sur le papier pour qu'on ait déjà une bonne idée d'à quoi va ressembler le produit final. Quand on a ça, on s'entoure d'autres personnes qui vont être capables de créer le jeu de manière tangible. Donc ça va être les programmeurs qui vont, avec des lignes de code, commencer à bâtir un univers
virtuels plus ou moins avancés, hein, suivant les projets de chacun. Et on va aussi s'accompagner de graphistes qui, eux, vont s'occuper d'habiller tous les blocs qui auront été construits par les programmeurs. Donc ça, c'est un petit peu l'atome de ce que c'est une création de jeu. C'est les personnes principales. On a aussi les personnes qui s'occupent du son, puisque c'est un aspect aussi très important, le son de jeu vidéo. Donc dans une petite structure indépendante, ce qui peut se passer, c'est qu'on a ce petit noyau de personnes qui vont avancer avec leur concept, en construisant les blocs un par un au fur et à mesure, et qui vont finir par chercher un moyen de commercialiser leur jeu une fois qu'ils auront décrété qu'il était terminé. Et donc pour ça, on en a parlé, il y a effectivement des plateformes comme Steam, il y a aussi moyen d'aller s'adresser à un éditeur qui pourra nous aider à sortir le jeu en proposant des aides financières pour de la communication, pour parler aussi avec des journalistes, parce qu'il faut que son jeu soit connu pour qu'il puisse être acheté. Parce qu'on peut faire un jeu très bien, si personne n'en a jamais entendu parler, il ne se vendra pas. Donc on a ça, on a possibilité de voir avec des éditeurs, on peut soi-même s'auto-éditer. Il y a plein de plateformes, mais il y a aussi, en plus de Steam, une plateforme qui s'appelle itch.io, qui alors, elle est sur le même principe que Steam, ça va être une plateforme en ligne pour pouvoir déposer ses jeux et acheter des jeux. Mais celle-ci, elle est quand même beaucoup plus orientée vers les tout petits créateurs, parce que Steam prend quand même une part des ventes qu'on a, et donc pour certaines personnes, vraiment, qui veulent rester très indépendantes, itch.io, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Il faut quand même un capital de départ. Oui, voilà, ça se mesure à combien en fait? Quand on a une idée, faut mettre un peu au pot pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir une équipe, constituer une équipe. Ouais. Voilà, c'est quoi les budgets? Tout dépend en fait de la taille du jeu. Si c'est un jeu qui va être fait par une petite équipe, parce que ça va être un petit jeu qui va se finir par exemple en 2 heures, ça peut être quelque chose de très court et qui va être développé, admettons, sur 6 mois, il va pas y avoir besoin d'un budget énorme, surtout qu'en plus, beaucoup de développeurs indépendants sont à la base des gens qui commencent en étant sans structure et qui vont en fait travailler sur leur temps libre, par exemple. Donc pour ces projets-là, finalement, l'apport financier est très faible, voire quasi inexistant, quoi. Après, si on regarde des productions comme GTA qu'on a pu voir tout à l'heure, là c'est 5 ans de développement, c'est des centaines de personnes qui travaillent dessus, et là je sais pas combien ça peut monter en budget, mais on dépasse le million largement, donc tout dépend vraiment de l'ambition du jeu, du temps de développement et des capacités techniques aussi qu'on a à disposition, quoi. Donc c'est très variable suivant les projets qu'on a. Ok. Et ça représente quoi du coup dans les industries culturelles, les industries de divertissement? Adrien, donner une idée d'ordre de grandeur par rapport au cinéma par exemple, aujourd'hui le jeu vidéo? C'est devant. Ouais, c'est devant depuis un certain nombre d'années, depuis 10 ans quasiment. L'industrie du jeu vidéo au monde aujourd'hui, c'est l'industrie culturelle la plus... en France, c'est la deuxième. Après quoi? Après le cinéma, si il me semble. Alors, dans quelques années, on estime que dans quelques années, le jeu vidéo va dépasser en France. Mais c'est aussi avec l'émergence des nouveaux supports comme les téléphones portables. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils ne sont pas des joueurs, alors qu'ils ont un Candy Crush Saga sur leur portable. On va faire une pause là-dessus. Tu disais que tu n'étais pas une joueuse. Mais même pas Candy Crush, même pas... Rien. Le lapin... Non, rien. Non, mais c'est juste pas mon truc, mais... c'est assez rare. Oui. Rien du tout. Rien du tout, c'est vrai. Non, mais je pense que... je vais faire la vétérane, mais quand j'étais jeune, adolescente, parce que voir aussi à qui ça s'adresse, c'est quoi la démographie, le public. Aujourd'hui, ça a commencé quand même par les adolescents, les jeunes, et aujourd'hui, c'est comme vous dites, c'est sur des portables, etc. Mais quand ça a commencé, entre guillemets, les premiers jeux, c'était plutôt les jeunes. Et puis, il y avait aussi le fait de pouvoir l'acheter, se payer, la console, etc. Pour moi, générationnellement, c'était quand même... c'est devenu plus accessible, mais ça n'était pas... tant que ça, et puis il y a le caractère genré, quoi. Les jeux vidéo, c'est les garçons, et puis c'est pas... c'est... Ouais, toi tu travailles... Alors, du coup, pour me présenter rapidement, je travaille chez Ubisoft, du côté éditorial. Donc là, on est vraiment dans la masse... comment dire... l'entertainment de masse. Donc moi, je suis côté éditorial, c'est-à-dire que je ne vais pas être dans les productions, c'est pas moi qui vais créer les jeux. Je vais plutôt être un support aux équipes pour
bah voilà, du côté être un éditeur en fait. Moi je suis côté éditeur, c'est-à-dire que je vais être le support des équipes, je vais permettre de faire un suivi sur les projets, tout ça. C'est assez vague, mais c'est beaucoup de choses. C'est comme c'est un peu plus qu'un éditeur, comme un éditeur littéraire, on va dire. Ouais, et donc du coup, ce que je voulais rebondir, excusez-moi, sur ces chiffres, on estime en France que la moyenne, il y a plus, la moitié des joueurs sont des femmes, et donc l'autre moitié sont des hommes. Évidemment, grâce au smartphone et donc le fait que ça soit distribué beaucoup plus. Il me semble que les derniers chiffres, ça doit être 35 ans ou 36 ans la moyenne des joueurs en France. Et oui, le côté très cher du jeu vidéo existe toujours. Mais les jeux les plus joués, c'est League of Legends, qui est gratuit sur un ordinateur. Ou maintenant, c'est Fortnite. Dans les cours de récré, c'est que ça de partout. Et c'est un jeu gratuit. C'est un jeu gratuit qui est disponible sur téléphone, sur portable, sur les différentes consoles. C'est les chorégraphies. Avec mon neveu qui faisait. Mais c'est, enfin, où est-ce qu'on était? On était au Canada et en fait il a fait, je sais plus pourquoi il me montrait le truc et en fait il y a quelqu'un qui passait par là qui a reconnu le truc, mais enfin voilà, c'est une culture planétaire quoi. Oui, c'est ça, cette dimension là où je crois que c'est parce qu'il y a un footeux, enfin Antoine Griezmann. Voilà, Griezmann, il m'a pris la tête à Griezmann tout l'été et qui a fait ça et en fait voilà, lui il a 7 ans quoi. Et on était au Canada et t'as quelqu'un qui a lancé le truc. Enfin bref, c'est anecdotique mais ça montre c'est une culture planétaire. Ouais. Et qui se diffuse du coup par tous les canaux. Je suis pas sûr que ça s'adresse aux enfants de 7 ans Fortnite. Non, mais du coup ils en parlent, enfin oui, mais ils en parlent dans la cour d'école. Et je crois que c'est des vidéos, ils regardent les trucs sur YouTube. Genre des clips ou des trucs comme ça, et en fait, voilà. C'est pas des clips, Daniel. Bah, je sais rien, vas-y. Voilà, bref, c'est pour le dire. Je suis un génie. De jeu. Mais voilà, en tout cas, pour lui, enfin, il. Des gens qui filment leur partie pour les techniques, tactiques. Voilà. Mais c'est quand même impressionnant, quoi, comme les références culturelles. C'est là, effectivement, où le jeu vidéo a pris une tournure vraiment un peu différente ces dernières années, avec l'arrivée de plateformes comme Twitch notamment, ou des choses comme ça, où la culture du jeu jusqu'à il y a 5-6 ans, 10 ans peut-être, en étant un peu large, c'était vraiment quand même la culture de pratiquer le jeu. C'est-à-dire, on jouait. On jouait seul, on jouait avec des amis, on jouait en réseau, mais on jouait. Aujourd'hui, la culture du jeu, c'est quasiment autant de jouer que de regarder des gens jouer. Et quand on voit des youtubeurs ou des streamers, donc des personnes qui se filment en train de jouer, qui ont des millions de vues sur des parties, ça ne ferait pas lire. Tu filmes ou tu joues en train de filmer? À l'Assemblée? Non, je... non, bien sûr, jamais. Je ne joue pas en train de filmer. Mais enfin voilà, c'est là où on voit que que ça devient vraiment quelque chose de culturel et qui permet de partager des codes de manière effectivement internationale en plus. On dit international, c'est quand même essentiellement occidental. Hein, alors il y a quelques jeux qui sont un peu vraiment voilà, vraiment large. J'imagine, c'est peut-être très non, mais si on prend les grands le Japon, oui, non, mais c'est pas sur le fait de beaucoup jouer, c'est sur la typologie des jeux auxquels on joue et comment on joue. C'est-à-dire on commence à avoir, on a des ponts sur des grands titres. On a Overwatch, on a LoL, on a Starcraft, etc. Là, c'est des jeux qui sont des jeux multijoueurs, des jeux compétitifs, voilà, et qui sont planétaires, oui. Et mais après, quand on descend un petit peu, quand on quitte un peu cette idée des quelques hits qui sortent vraiment du lot, la culture du jeu est vraiment différente en Asie qu'en Occident. Mais pour le coup, eux vont beaucoup plus loin. En Corée du Sud, ça fait 15 ans qu'il y a des chaînes spécialisées qui retransmettent des matchs de jeux vidéo, quoi. Donc, et qui ne passent que ça de la journée. Ça et du baseball, globalement. Donc, c'est assez spécifique, hein, comme... Mais du coup, par exemple, là, pour revenir, si on était historienne, mais ça vient, enfin, moi j'ai l'image, parce que c'est un cliché, du Japon. Et c'est enfin voilà, d'où ça vient c'est Silicon Valley. Ouais, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis, d'accord. Ouais, c'est les États-Unis. C'est l'image Nintendo et l'industrie japonaise du jeu vidéo.
moi que j'avais dans le ils ont une part très importante, mais disons que la naissance même c'était il me semble des étudiants d'Harvard ou des trucs dans le genre. Il y a plein d'histoires du jeu vidéo, mais c'est né de toute façon c'est né dans les laboratoires des universités. En gros c'est facile, hein, c'est vous mettez plein de gens qui découvrent les ordinateurs et vous leur dites faites ce que vous voulez avec. D'accord. Et les mecs, une fois qu'ils ont fait leurs calculs, ils font des jeux. Pardon. Sur Pong, pour le premier jeu? Non, même bien avant. Il y avait encore avant. Sur oscilloscope. Le tout premier, c'est un oscilloscope. Sur oscilloscope. 50. Non, 50, ouais. Les années 50, ah oui, non, ça c'est oui, vraiment 70, mais c'est intéressant aussi de savoir d'où ça vient en fait, quel milieu. Alors, de quel milieu ça vient. Moi j'avais l'image le tout premier donc le tout premier qui est admis, on arrive à peu près à un consensus autour de ça, c'est Tennis for Two, donc qui est sur oscilloscope, qui a été en fait pour lors d'une présentation, une journée de portes ouvertes dans un laboratoire. En gros, on faisait venir des gens, on leur montrait tout un tas d'appareils auxquels ils comprenaient absolument rien parce que c'était des technologies de pointe à l'époque. Et un chercheur a dit pour leur montrer comment fonctionne un oscilloscope, on va juste faire un petit jeu avec une espèce de balle qui rebondit au-dessus d'un filet. Et donc c'est vraiment l'oscilloscope. C'est l'oscilloscope, c'est vraiment celui qu'on connaît. Et l'idée, c'était juste de permettre à des visiteurs qui étaient complètement novices et qui ne connaissaient rien des technologies qu'il y avait dans ce laboratoire d'électronique, de leur permettre de manipuler quand même le matériel. Et donc le premier jeu est né comme ça, est venu simplement pour une espèce de vulgarisation un peu ou démocratisation des outils. Et c'est par la suite que les étudiants ont commencé à s'approprier les grosses machines informatiques qui sont arrivées, à faire des jeux, à se les passer, à recopier des lignes de code qui s'envoyaient les uns les autres. Et puis après arrive le jeu vidéo commercial dans au tout début des années 70, avec effectivement donc Pong, qui est le premier gros succès et le deuxième jeu vraiment commercial. C'est Daniel, Pong ? Pas du tout. Là, c'est aux États-unis. Pong, ouais. Okay. Il y a eu d'abord. Vas-y. Non, mais c'est deux barres et un rond. Okay. Voilà. Ah, si. Un carré. Ah oui, si, je vois, d'accord. Voilà. Okay. Oui, mais quand ça va vite, on dirait un rond. Si on veut parler historique, c'est vrai que en fait, les États-Unis et le Japon se renvoient pas mal la balle. Il y a eu l'explosion de nous pur produits du début des années 90, en tout cas avec Lola. On est à fond dans Nintendo, parce que c'est là où Nintendo, Sega se faisait bataille, qui était au Japon. Ensuite, il y a une reprise aux États-Unis et maintenant, vu le monde d'aujourd'hui, ça vient d'un peu partout. Là, on parlait de Rockstar, on a vu quand même trois jeux de Rockstar, hein, c'est pas pour rien. Et eux sont anglais, par exemple. Donc, on a quand même un entre-deux grâce à eux. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'origine historique du jeu vidéo, ça explique aussi pas mal les représentations qui font partie du jeu vidéo, puisque finalement, les jeux vidéo sont nés dans un environnement entre majoritairement des hommes blancs assez aisés, ce qui fait que c'était eux qui produisaient le plus de jeux à l'époque. Et je pense que clairement, les jeux vidéo seraient nés ailleurs, on aurait peut-être une industrie totalement différente aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est intéressant aussi de regarder d'où il vient, effectivement, pour comprendre les représentations qu'on a maintenant. Et du coup, voilà, là, c'est des métiers, c'est des formations, c'est des écoles. Vous, par exemple, vous êtes arrivé comment par le jeu, le divertissement enfant, ado, et puis ensuite, vous en avez fait un métier? Comment, c'est un peu quoi les parcours globalement. Sans vous afficher complètement, mais voilà, dire un peu, c'est des métiers, des filières d'avenir. Est-ce qu'il faut être un geek pour travailler dans le jeu vidéo? Pas forcément. Il y a plein de gens qui arrivent dans le jeu vidéo qui en plus n'ont jamais travaillé dans le jeu vidéo avant et qui, parce qu'ils ont fait un autre métier, finalement peuvent s'intégrer dans une équipe. Mais en gros, moi je sais que mon cas, c'est que j'ai tout le temps joué aux jeux vidéo depuis que j'étais toute petite. J'aimais beaucoup ça, mais à l'époque, je savais pas encore trop que c'était un vrai métier, qu'il y avait des vraies formations. Donc ça restait dans un coin de la tête, mais j'avais pas trop pensé à en faire. Et effectivement, il y a eu des écoles qui sont apparues. Donc c'est quand même majoritairement des écoles privées. Donc il faut quand même faire un petit prêt étudiant si on veut pouvoir y aller. Je crois qu'il en existe une publique, c'est l'Engmin. C'est ça. Voilà, il y a quelques licences aussi à Montpellier. C'est ça, à Montpellier maintenant. Mais en gros, oui, il y a des filières et moi en tout cas, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait une formation. Donc après, suivant le métier qui nous intéresse le plus, parce que finalement c'est vaste, qu'on veut faire plutôt quelque chose d'artistique, dans le dessin, voilà, on va dire le graphisme. Moi c'est plutôt le game design, donc les
conception de jeu, établir les règles, les mécaniques, c'est plutôt ça qui m'intéressait. Donc moi, c'est ça que j'ai fait. Et puis bah voilà, une fois que j'ai fait mes études, que j'ai eu mon diplôme, j'ai un petit peu cherché, j'ai fini par trouver un boulot dans un studio, et puis après j'ai décidé de partir en indépendant, mais en gros, pour pas mal de gens, j'ai quand même l'impression que c'est comme ça que ça passe, en tout cas pour ma génération, puisqu'avant il y avait un côté, comme il n'y avait pas vraiment les écoles, c'était si tu arrives à bidouiller des jeux chez toi, potentiellement soit tu vas monter ton studio avec des copains, et là on créait les premiers studios quand il y a pu avoir en France, soit il suffisait d'essayer de se greffer à un groupe qui existait déjà en montrant qu'on avait déjà fait des projets tout seul, mais ça marche moins aujourd'hui, je trouve. C'est un peu plus sélectif, mais voilà, c'était en gros les deux possibilités qu'il y avait, quoi. Toi aussi, t'as fait. Ouais, voilà, en fait, on s'est rencontrés à la même école. Voilà, donc, moi, à la base, je suis game designer et ça fait partie des rares métiers qui ne sont possibles que dans une seule industrie. Un game designer, c'est celui donc qui va, comme l'expliquait Lola, celui qui va créer les règles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour perdre, est-ce que ça va être facile, difficile, à qui s'adresse le jeu. C'est un métier qui est difficilement transmissible dans une autre industrie. Alors que c'est du jeu de société. Oui, ouais, le jeu. Ouais, je parle d'industrie du jeu, mais c'est vrai. On parle de jeu vidéo, mais le jeu de plateau existe. Alors que, bah voilà, par exemple, c'est un métier qui va pas exister par exemple dans le cinéma. Un codeur qui va faire du code pour un jeu, lui peut refaire. Bon, je vais être très schématique, mais il pourrait partir dans une banque coder le système interne d'une banque. Enfin voilà. Un graphiste, il peut faire de l'animation, il peut faire des BD, ça. Donc il y a énormément de métiers dans le jeu vidéo. On peut être juriste pour une entreprise de jeux vidéo, on peut être comptable, on peut être RH, on peut faire plein de choses. C'est une industrie à part entière qui a évidemment quelques spécificités. Ces petits métiers là que chacun on a, voilà. Moi, je suis plutôt arrivé, je suis un petit peu plus vieux, pas trop, mais un petit peu plus. Non, moi, je suis arrivé un peu par la presse. J'ai très tôt écrit sur le jeu vidéo. Quand j'étais ado, je participais à des magazines et des sites, tout en sachant que je voulais développer des jeux plus tard. Et j'y suis arrivé par des porte assez détournée, puisque finalement je suis arrivé à faire de la recherche dans le cadre de mes études sur le jeu vidéo, donc plutôt d'un point de vue socio-économique, et en débutant une thèse qui était financée par un studio, j'ai pu rentrer dans l'industrie en tant que créateur par ce biais-là, et puis en faisant mon bonhomme de chemin après, avec justement les projets à côté, voilà, le collectif Klondike aussi qui m'a permis de moi être créateur et de sortir mes propres jeux plus facilement. Bah, j'en suis arrivé à aujourd'hui pouvoir gérer une équipe qui crée des jeux, mais sans avoir... Enfin, j'ai une formation de codeur aussi un petit peu au début pour essayer de faire des choses moi-même, ce qui est un truc qui est encore... alors je comprends, effectivement, aujourd'hui on a des formations et c'est vrai que ça se structure un petit peu. La première école de jeux vidéo, c'est Supinfo Games, c'était au tout début des années 2000, ça devait être 2002, l'ouverture de Supinfo Games, quelque chose comme ça en France, et c'était une première quasiment mondiale à ce moment-là. Il se trouve que effectivement depuis ça a essaimé, qu'on a beaucoup de formations un peu partout dans le monde, mais on est quand même encore dans une industrie créative, donc le parcours personnel et les capacités d'autodidacte sont encore assez reconnues. C'est sûr, quand on se dirige vers de grosses entreprises qui ont pignon sur rue, c'est un peu plus délicat, il y a des process plus compliqués, mais surtout pour tout un tas de petits développeurs, le portfolio est quand même ce qui compte le plus, parce que en sortant d'école, les gens ont plein de projets qu'ils ont fait dans le cadre de leur cours, mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est ce qu'ils ont réussi à faire en dehors. Et du coup, c'est encore un milieu assez ouvert. Et là, je sais pas si Hugo, toi, t'avais... Vous voulez qu'on parle des conditions de travail tout de suite ou... Non, mais parce que du coup, je me dis, il faut quand même avoir pas un capital économique, mais ou culturel. Voilà. Oui, d'accord. Le capital économique, le capital culturel aussi, parce que c'est ce que toi, oui, on se toi, on est assis sur le canapé, c'est des en mode. Mais tu disais justement. Aujourd'hui, les jeux, ils ressemblent à ceux qui les ont produits. Et voilà, une des critiques politiques, mais même aujourd'hui très large, c'est le caractère... Enfin, il y a tous les travers de la société, le sexisme, la violence, le machisme,
Et donc c'est aussi qui produit en fait et qui met le contenu, et donc il y a des barrières qui font que ou des femmes ou des personnes racisées qui ont peu de capital culturel, économique, etc. vont pas avoir accès à ces formations-là, et il y en a peut-être 1 sur 1000 qui va réussir justement à coup de talent, d'audace, etc. à percer un peu les plafonds de verre pour produire. Enfin, je sais pas, toi tu voulais avancer sur la. Non, mais disons que sur cette dimension-là, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des éditeurs, des gros éditeurs, parce qu'ils ont souhaité se développer sur le marché, ont créé des produits en bon marketing qui correspondent à des publics cibles. Et donc aujourd'hui, ils ont réussi à couvrir à peu près tous les publics cibles, notamment les femmes. Mais pour autant, il y a toujours très peu de femmes dans l'industrie du jeu vidéo. C'est surtout dans l'arrière-boutique, on va dire dans ça. l'industrie, quand on va viser les femmes, quand on est vraiment une grosse entreprise, on va pas vraiment viser les femmes. On va viser les petites filles, qui souvent ont des jeux de qualité un peu moindre, je trouve, et qui ont des choix très stéréotypés. En tout cas, quand on s'adresse directement au marketing à elles. Après, en vieillissant, les femmes sont moins visées, voire pas visées. Et donc, en gros, le marché ressemble plutôt à petit garçon, petite fille, après homme de la trentaine dans le marketing, mais c'est rare, en fait, les jeux qui sont visés pour les femmes adultes. Oui, non, c'est pas pour les. Je parle du marketing, mais pas du personnage. Mais il a été créé pour toucher le public féminin. C'est la première fois qu'il y avait une héroïne femme. Ouais, je crois que c'était un peu créé trop pour attirer les ados prépubères. Pour le coup, Lara Croft, c'est le jeu vidéo où il y a une héroïne femme, donc on peut dire c'est. Mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ouais, mais ça reste avec tous les stéréotypes de. Voilà, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Effectivement, il y a des filles qu'on peut se dire ah trop bien, je vais pouvoir jouer une femme, mais ça restait quand même une proposition assez maigre. Et voilà, mais c'était les débuts. Donc c'était les débuts, mais disons que oui, niveau marketing, j'ai pas l'impression que ça change tant que ça en fait dans le marketing pur. J'ai vraiment l'impression qu'on va faire quelque chose soit vraiment destiné aux hommes, ou soit quelque chose qu'on va considérer comme étant neutre, mais je sais pas trop, mais on a rarement des propositions considérées comme féminines avec un public cible féminin. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas des masses, mais après comme on en parlait, les plafonds, il y en a plein, effectivement. Même si aujourd'hui ça change, moi quand j'étais plus jeune, des héroïnes cool, il y en avait un peu, mais c'était pas énorme. Donc déjà en termes d'identification, c'était pas terrible, mais surtout en termes d'identification pour travailler dans le jeu vidéo, les modèles de gens qui travaillaient dans le milieu, les game designers célèbres, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Voilà, c'était vraiment très mince. C'est ce qui fait que quand on est gamine et qu'on cherche un plan de carrière pour plus tard, si on n'a jamais vu, le cerveau va pas y penser en fait. C'est un peu bête, mais malheureusement c'est ça. Mais moi je suis allé visiter Rubica, l'école à Valenciennes de jeux vidéo, et chez les game designers, je sais pas s'ils sont à 80% de garçons. C'est déjà pas mal, 20%. Ouais, voilà. Mais... Parce que moi, je sais pas si on c'est aujourd'hui, en 2018, voilà. quoi. Donc, voilà, c'est ça qui est terrible, quoi. Et même au point de vue des personnes racisées, moi, je sais que ma classe était très, très blanche, et voilà, très masculine. Donc, quand on n'accède pas déjà aux écoles, à la sortie de l'école, ça écrème aussi plein de gens. Donc, une fois arrivé dans l'industrie, c'est compliqué. Et même dans l'industrie sur place, on est beaucoup à être évincé parce que les conditions sociales dans un studio peuvent être compliquées parce que c'est un entre-soi quand même très fort avec ses codes, avec aussi sa petite pression sociale. Donc effectivement, il y a beaucoup de barrières et c'est pour ça qu'il faut montrer plus de créateurs et de créatrices diversifiés pour donner envie. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils pour faire des jeux vidéo qui sont gratuits, qui sont accessibles, avec plein de savoirs, plein de tutoriels sur Internet. Donc la seule chose qui manque finalement, c'est l'impact culturel du média et que les gens se disent « Ah oui, c'est peut-être un média pour moi aussi. » quoi. C'est le gros problème, je pense, aujourd'hui. Oui, non, il y a plein de choses sur lesquelles... Dans l'industrie. Bah oui, alors clairement, comment vous déconstruisez trentenaire blanc, capital social culturel élevé, parents profs, l'enfer, quoi. Je pars perdant. Mais non, statistiquement majoritaire, donc c'est plutôt gagnant. Oui, mais perdant pour avoir n'importe quel discours un petit peu crédible.
Non, c'est effectivement on a un gros problème de représentation. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant et comme tu l'as dit, c'est vraiment l'émergence d'outils qui permettent à vraiment à tout le monde de se saisir du médium. Et il y a une autrice. Je vous ferai votre choix, autrice, alors ça sera autrice, qui s'appelle Anna Entropy, qui est une game designer, Anna Entropy, qui est une game designer, game designeuse, pareil, je sais pas, là les deux passeront, qui est américaine si je ne me trompe pas, qui a écrit un livre sur le sujet, qui elle développe ses propres jeux dans son coin. Elle en a notamment fait un qui a beaucoup fait parler d'elle, qui s'appelle Dysphoria, qui raconte sa transition, puisque donc c'est un homme qui est devenu une femme, et c'est un petit jeu qui va expliquer toutes les étapes de sa transition, du moment où elle se rend compte qu'elle n'est pas bien comme elle est, qu'elle a besoin de changer, quand elle est en train de changer, qui va parler du regard des autres, mais aussi du changement de son corps, des choses comme ça. Et qui finit par ben voilà, c'est pas ouf ma vie encore, mais c'est mieux. Et donc il y a tout ce discours là, et elle a écrit son livre pour expliquer que quelque part aujourd'hui, avec tous les outils qu'on nous donne, le jeu vidéo devient un peu le nouveau moyen d'expression, ou en tout cas est en passe de devenir un nouveau moyen d'expression pour toute une génération. Et clairement, les créateurs indépendants viennent de là aussi, c'est-à-dire que c'est un médium avec lequel ils ont grandi. Et comme à l'époque où on a commencé à sortir les petites caméras, les Super 8, les choses comme ça, les gens qui regardaient des films à la télé se sont dit « je vais pouvoir m'exprimer en faisant mon film ». Aujourd'hui, les gens qui ont grandi en jouant à Mario, à Sonic, se disent « ben mince, je peux raconter mon histoire ou dire quelque chose que j'ai à dire avec un jeu ». Et on a notamment des outils comme Twine. Alors Twine, c'est quelque chose qui permet de faire des espèces de livres dont vous êtes le héros. Donc c'est livres à choix multiples, mais en forme interactive, donc sur un PC, via un site web. On peut rajouter des images, on peut faire plein de choses comme ça. C'est gratuit. Et il y a toute la communauté LGBTQ qui s'est vachement emparée de ce médium pour parler d'elle. Et donc ça a été un phénomène au début des années 2010 qui a été assez important et qui continue d'exister. Mais d'une manière générale, là, on trouve quelque part faire un jeu vidéo aujourd'hui, c'est un peu comme monter un groupe de rock dans les années 80. Quoi. C'est voilà, c'est dire j'invite des potes et puis on va essayer de faire quelque chose quoi. Et il y a plein de gens qui créent des jeux tout le temps, vraiment on se rend pas compte, mais pour prendre un petit exemple, il y a ce qu'on appelle les game jams. Les game jams, c'est 48 heures pour faire un jeu vidéo avec un thème imposé. Donc ça, il y en a régulièrement partout. Enfin, je suis sûr que si on regarde, on cherche, on en a 2 ou 3 ce week-end à faire si on veut. Sur des événements comme ça, il peut y avoir 1000 jeux qui sont créés par 1000 personnes dans un week-end. Des choses comme ça. Mais c'est vraiment du coup aujourd'hui un moyen de parler et de s'exprimer comme la chanson, l'écriture, les films, les vidéos peuvent l'être aussi. Et ça permet de donner de la visibilité à des gens, que ça soit d'une manière générale, il y a quand même encore beaucoup de dominants qui s'en servent, mais je veux dire, globalement, ça permet aussi à des racisés de s'exprimer, à la communauté LGBT, ce genre de choses. Et ça, c'est intéressant sur la manière dont les gens peuvent se réapproprier des outils, et c'est le caractère novateur aux nouvelles frontières de l'Internet et de nouvelles technologies. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est du coup, par exemple, Ubisoft, voilà, c'est les grandes références. Comment on arrive à mettre je vais pas dire mettre du contenu intentionnel, mais de l'intérieur, en fait, de l'industrie. Je sais pas si l'image il y a l'industrie principale et les marges où il y a des espaces de liberté. De l'intérieur, comment on arrive à produire un contenu qui va plus loin que, voilà, on va dire les stéréotypes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est aussi de l'intérêt des grands studios pour renouveler, pour être attractif, parce que c'est dans l'air du temps, voilà. Voilà, comment ces négociations et ce rapport de force se construit aussi de l'intérieur? Clairement, c'est alors je vais parler avec des termes peut-être un peu durs, mais tout ce qui est les femmes, la communauté LGBTQ, les minorités, c'est clairement le marché à targeter pour gagner encore plus d'argent. Voilà, clairement, il y a un enjeu économique qui est très important aujourd'hui pour les grosses industries, les gros éditeurs. Après, des jeux comme, par exemple, chez nous, à Ubisoft, on fait des jeux politiques, mais dans un sens,
à l'opposé d'un GTA par exemple. C'est-à-dire que GTA va être une satire. GTA, à partir du 3, c'est une satire de l'Amérique. Donc c'est, dès le départ, la conception des réalisateurs du jeu, c'est de se moquer des États-Unis, l'ultralibéralisme, avoir peur du socialisme, avoir peur des socialistes. Pardon. C'est un jeu. Ce sont des Anglais. C'est des Anglais et qui ont une fenêtre en fait sur les États-Unis à partir des films qui sont nourris. Ouais. En fait, c'est des frères qui, gamins, ont regardé énormément de films. Donc les productions Rockstar sont basées sur des films. C'est très référencé au cinéma. Encore une fois, le cinéma et les jeux vidéo sont très proches. Donc ça, c'est vraiment, là, c'est très politisé dès le départ. Alors qu'un jeu chez Ubisoft et d'autres, mais je vais forcément parler de mon cas parce que je le connais un petit peu, on va montrer des choses sans prendre parti. Et c'est le but, c'est de faire, de montrer une situation et après laisser le joueur de se faire sa propre idée. Alors après, on peut dire qu'on botte en touche ou quoi, mais c'est une liberté qu'on donne aux joueurs. Et c'est ça aussi qui l'intérêt d'un jeu vidéo, c'est je fais quelque chose et en retour le jeu va me donner une réponse. C'est-à-dire que c'est interactif. Et c'est est-ce que je vais utiliser cette interactivité pour dénoncer quelque chose, pour laisser les gens faire leur choix. C'est des façons différentes de penser. Ouais, c'est souvent même les joueurs qui politisent leur jeu en jouant. Là, on l'a vu tout à l'heure avec Red Dead Redemption. Il y a des joueurs qui se sont amusés à aller chercher des membres du Ku Klux Klan pour les brûler, mais sur le même jeu, il y a des gens qui sont allés taper des féministes toute la journée. Donc finalement, on donne une espèce de bac à sable immense, et les joueurs vont politiser leurs actions à l'intérieur. Et c'est aussi pour ça qu'en tant que développeur, il faut faire attention au bac à sable qu'on donne aussi, parce que finalement, quand t'as moyen de faire quelque chose, t'as qu'une envie, c'est de le faire. Donc c'est je trouve un juste milieu compliqué à trouver entre immersion totale, tu peux tout faire et c'est à toi de te faire ton avis politique, et puis mettre des barrières, parce que parfois ça peut aller trop loin dans certains jeux, quoi. Donc, je mettrais quand même un petit bémol à ça. Parce que il faut pas oublier que, on l'a dit, il y a un moment, les jeux sont produits quand même de créateurs qui eux-mêmes sont ancrés dans un contexte, qui est un contexte politique, un contexte social, etc. Et que, la neutralité, personnellement, j'y crois pas, mais si on prend l'exemple de Civilization. Donc Civilization, c'est une série de jeux de stratégie-gestion où l'idée, c'est de prendre une civilisation qui a existé avec un leader charismatique en général. Donc ça va il y a Napoléon, il y a Gandhi, il y a Genghis Khan, je crois. Enfin, on a toute une panoplie de choix. Et puis on va aider cette civilisation à travers les âges à grandir, se renforcer, conquérir le monde, etc. C'est déjà l'idée de les civilisations par les grands hommes. Alors déjà il y a la première chose des civilisations, quoi. La première chose c'est ça. Et donc cette série qui se veut être un bac à sable, qui serait a priori neutre, puisque chacun serait libre de prendre différents leaders et puis gérer comme il le veut. Finalement, quand on l'analyse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de biais qui sont pas forcément conscients, mais qui existent de la part des développeurs. On a, d'un point de vue ne serait-ce que géographique, le territoire américain, occidentaux dans une plus large mesure, mais le territoire américain en particulier, est largement favorisé. C'est-à-dire si on commence aux États-Unis, par rapport aux besoins en ressources qu'on va avoir pour pouvoir s'étendre et puis progresser, c'est beaucoup plus facile que si on va en Russie. On a, d'une manière générale, c'est aussi une approbation complète de la domination par la conquête militaire. Voilà, après il y a le libéralisme aussi qui est... Tous les jeux de gestion politique ou géopolitique, c'est une horreur. J'en ai testé quelques-uns, et Geopolitical, j'ai dû jouer à Geopolitical 2, c'était nul. En gros, fallait être libéral à mort pour pouvoir gagner le jeu, quoi. Dès que vous essayez de dévier un peu de l'ordolibéralisme, c'est fini, vous avez des grèves de partout. En 3 tours. Non mais je jure, c'est vrai, en 3 tours. Non mais c'était scandaleux. Moi, ça t'a traumatisé, en fait. Ouais, je suis allé rester sur Tropico, du coup. Bah ouais, c'est le seul moyen d'avoir du communisme, c'est d'être un dictateur. Voilà. On est sur... C'est pas du tout. On n'est pas orienté. Non, on n'est pas orienté. On est dans quelque chose d'assez neutre, justement. C'est pas du tout Tina, quoi.
T'as entièrement raison, c'est que faut pas oublier que derrière ces gros jeux avec, tout à l'heure on parlait de chiffres, GTA 5, on estime que c'est 500 millions pour la production de dollars, donc c'est pas rien, et ça fait, donc c'est le jeu le plus cher. Enfin, c'est oui, c'est un gros film, c'est un gros film. Ouais, voilà. Après, c'est le plus cher. Ça a été le plus cher. C'est le plus gros budget qui était sorti pour un jeu. Voilà. Donc, ça pose des bases tout de suite. Mais faut pas oublier que derrière, il y a un double discours. C'est que l'industrie est consciente qu'il y a une responsabilité à avoir. Parce qu'on on vise un public de masse. Et en même temps, c'est quand même une industrie qui est assez immature. Parce si on reprend l'historique, on est au moment où si on était au cinéma, on prendrait son Super 8, on ferait des films. Enfin, je pense qu'on est à peu près à ce moment-là. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose le jeu vidéo a explosé, mais en même temps, on manque de jalons forts ce jeu-là, il a posé les bases pour réussir à faire diffuser des messages en bien ou en mal. Des messages mal diffusés, il y en a plein. Là, on a des exemples. En bien, c'est toujours critiquable, sachant qu'en plus, comme c'est une industrie et un média jeune, on ressort seulement de la période où le jeu vidéo est acceptable et on arrête de se prendre des critiques toutes les semaines, justifiées ou non, de toute façon. Derrière, il y a encore quelques plateaux télé où il y a des gens de droite qui, dès qu'il y a un attentat ou un truc, il y a des jeux vidéo, mais ça sert à jouer rien. aux jeux vidéo. Voilà. Ça, vu que la majeure partie des gens jouent aux jeux vidéo aujourd'hui, ça passe dans tous les cas. C'est ça. Ça arrive souvent, mais il faut pas oublier que derrière les jeux, à la base, c'est un noyau de quelques personnes qui discutent entre eux et qui posent, ce que tu disais, les bases du jeu, que ce soit créatif, design, tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, je pense que le problème, c'est que c'est majoritairement des hommes occidentaux blancs, ce qui fait que ils vont commencer à essayer de réfléchir au plus grand nombre, mais ils peuvent pas parce que certains cas n'ont pas. Moi, c'est vrai que dans les jeux sur lesquels je travaille ou j'ai pu travailler, Ubisoft ou autre part, dans des grosses sociétés, on est toujours entre mecs blancs pour décider de c'est quoi le jeu sur lequel on va mettre des millions qui va sortir dans 3-4 ans. On discute entre nous, on est tous des mecs blancs. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un enjeu, un gros enjeu économique prochainement, pour reparler de quelque chose d'un peu strict. C'est le moment où on parle des conditions de travail. En fait, on a un peu exposé ta ligne, mais on peut faire. Vas-y toi, et puis moi j'avais peut-être une dernière question à tous les trois, mais vas-y sur non, c'est juste qu'il paraît que c'est horrible de travailler dans le jeu vidéo et qu'il y a des méthodes de management et de gestion des projets qui sont particulières, les périodes de crunch où on va surexploiter les gens avec des contrats précaires, etc. Faut demander à Ubisoft. C'est vrai. On va demander à Ubisoft. Non, mais je pense que même pour les petites productions indé, moi j'ai vu les jeunes qui étaient là à l'école à Rubica, ils étaient déjà à l'école dans ce mode d'apprentissage à faire des horaires n'importe quoi, de n'importe quoi. L'école est ouverte de 6h à minuit, il y a toujours quelqu'un qui est là. C'est valable pour beaucoup, la décharge des écoles de jeux vidéo, c'est valable dans beaucoup de domaines, sur les écoles, en archi c'est pas mieux, en ciné n'en parlons pas. Est-ce que c'est pas le travers du fait que c'était beaucoup porté par les passionnés, il y a le côté où comme alors sauf ceux qui sont comptables, etc., mais les créateurs, ceux qui produisent, il y a ce côté, c'est une passion, et donc la frontière entre les cadres, les statuts, etc. En fait. Tu peux y faire plein d'heures. Voilà. Bon, alors c'est pas une excuse, c'est un élément d'explication, mais il y a aussi c'est une industrie, il y a des rapports de classe, de force, des patrons, des employés. Globalement, vu le niveau de qualification qu'ont les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, quel soit le métier, je trouve que c'est vraiment sous-payé pour ce qui est fait. Et par ailleurs, dans le partage de la richesse produite une fois qu'un jeu marche et est vendu, c'est pas très juste. Je vous lance ça, après c'est à vous de réagir. C'est ce que j'ai modestement constaté, je n'y travaille pas. Mais c'est vrai. Pour avoir fait école de jeux vidéo, on baigne dans cette espèce de petite communauté, parce qu'aussi il y a un petit côté communautaire aux jeux vidéo où
avant, à mon époque, c'était encore pas trop cool d'être geek, d'aimer les jeux vidéo, donc il y avait un petit côté appartenance, c'est mon truc, voilà, c'est ma passion, ce qui fait qu'une fois arrivé pendant les études, et ben on se dit ouais, ok, je travaille trop, je dors pas assez, mais d'un côté je fais ce que j'aime, je vais pas me plaindre, mes parents ont un boulot vachement plus chiant que le mien, et c'est un discours aussi que certains profs peuvent disséminer au fur et à mesure des études, c'est que ouais, bah si t'es pas prêt à faire tant d'heures par semaine et à peu dormir, c'est que t'es pas fait pour, ou alors que t'es pas un vrai passionné. Parce qu'il y a aussi ce côté, être un vrai, il y a une sorte d'élitisme inhérent, voilà, de purisme dans le jeu vidéo, et bah, comme on est formé comme ça à l'école, et qu'après on va dans l'entreprise et ça fonctionne de la même façon, finalement on n'a pas assez de discours contradictoires. À la limite, si c'était pour se partager le gâteau à la fin. Oui, bon, mais en plus bon, pour t'as pas... fait plein d'heures et tout, t'es un peu un artisan à ton compte, donc tu te partages ton gâteau, bon ça va, mais c'est pas exactement ce qui se passe, non? Si je peux me permettre, si, il y a un gâteau. Oui, mais justement, voilà, il y a un bon gâteau, mais là ça dépend des boîtes, parce que moi je sais que là où je travaillais, il n'y avait pas forcément déjà un gros gâteau à la fin, parce que c'était dans la majorité des boîtes, on se partage les miettes des cookies, hein, voilà, c'est clairement. Mais oui, mais même dans les petites boîtes, pas forcément dans les grosses boîtes. Bah là c'était Rockstar récemment qui a eu un scandale avec son jeu parce qu'ils avaient travaillé 100 heures par semaine. Pour faire des trucs qui au final n'étaient pas très utiles, mais moi je sais que même dans la petite boîte dans laquelle j'étais, j'avais un collègue programmeur qui venait travailler le samedi parce qu'on lui avait promis de travailler sur un jeu plus intéressant à la fin de celui-là, et finalement il a travaillé des heures en plus, il est venu le samedi et puis ils l'ont collé sur un truc vraiment naze qu'il n'avait pas demandé, donc c'est le problème, c'est que le rapport de force est vraiment pas égalitaire, et le truc c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sortent d'école. En fait, on est très nombreux à vouloir du boulot dans le jeu vidéo et il y a très peu de place, ce qui fait qu'à partir du moment où on va vouloir se plaindre et essayer d'obtenir de meilleures conditions, on va se faire gentiment diriger par la porte parce qu'il n'y a pas de CDI. Et moi, une collègue graphiste a entendu mon patron qui a pu dire bah moi c'est pas grave si t'es pas d'accord, genre je tape dans une poubelle, il y a 10 graphistes qui sortent, donc quand on en est là, ce qui est pas complètement faux par ailleurs. Mais oui, c'est quoi comme contrat en fait du coup? C'est des CDD, c'est très souvent des enchaînements de CDD par des projets, enfin par projet. Mais parce que le jeu vidéo est séquencé comme ça, je me permets, mais c'est l'idée aussi, c'est que la production d'un jeu vidéo, c'est un certain nombre de phases et d'étapes qu'on peut découper, et donc du coup ça se prête à ça aussi. Oui, et comme on est très qualifié aussi jeune, il y en a des boîtes qui n'ont pas vraiment intérêt à former sur le long terme, donc ils se disent bah c'est bon, cette personne a fait ses 2 CDD, hop, je vais prendre une nouvelle personne qui a peut-être pas non plus énormément d'expérience, mais qui sait déjà faire quoi. Ce qu'il faut bien voir en plus, c'est que le jeu vidéo, alors là, pour parler vraiment de la France, le premier syndicat des travailleurs du jeu vidéo est né il y a un an, 2 ans, 2 ans, ouais. Déjà, le temps file. Le temps file, Le temps file. Non, mais voilà, c'est tout récent. Alors que le syndicat enfin, il y a plusieurs syndicats des éditeurs. Il y a le CEL et puis le SNJV, qui eux sont beaucoup plus ancrés en amont. Et qui, en fait, vient de fêter ses 20 ans. Voilà. D'accord. Le CEL, c'est un peu plus long. Le CEL est encore beaucoup plus vieux pour le coup, mais qui eux sont là depuis longtemps, font du lobbying et ont formé l'industrie comme ils avaient envie. Oui. Enfin, soyons très clairs, même la naissance des écoles de jeux vidéo en France, elle a été voulue par Ubisoft notamment, enfin qui a poussé à cette ouverture de formation pour pouvoir former des gens à des métiers dont ils avaient besoin, mais qui du coup voilà, la naissance de tout ça et de tout cet écosystème est aussi est pas neutre et impose forcément. Et quand on a des profs qui sont effectivement la plupart des anciens salariés ou dirigeants de boîtes de jeux vidéo qui ont vécu ces périodes où bosser toute la semaine puis tout le week-end pendant des mois, c'était comme ça qu'on sortait un jeu, c'est normal aussi que quelque part s'ils ont pas déconstruit ça, ils ressortent le même discours à leurs étudiants. Et ça prend du temps pour déconstruire tout ça. Voilà, donc après il y a des gens qui essayent de faire autrement. Mais en théorie, au même moment, ils sont savoir le code du travail, mais pour aider à déconstruire. Oui, ouais, mais alors le code du travail, quand on voit ce qu'on en fait, le nouveau est beaucoup plus propice aux jeux vidéo finalement. Non mais on va peut-être pas laisser parler Adrien sur le sujet parce que si vous. Ça serait horrible. Je suis côté du coup, en parlant de ça, on avait l'expérience de Baptiste. Sur le Discord d'Insoumis qu'on va inviter à nous rejoindre, peut-être de nous très nonchalamment, c'est normal, je le sais. Salut Baptiste, merci de nous rejoindre. Peut-être
parler de vous, l'initiative que vous avez lancée au moment de la campagne. Est-ce que c'est un peu la même passion ou la même trajectoire de rapport avec les jeux vidéo? Donc voilà, dire un petit mot là-dessus parce que ça illustre un peu ce qu'on disait sur la passion et l'engagement et la vision politique, un peu c'est à l'entrecroisement de ça. Et c'est vrai que le discours insoumis, je pense que c'est le truc de la campagne qui continue d'ailleurs à défrayer, mais enfin, en tout cas pour moi, en termes de nouveautés et de... En termes de personnes âgées, pardon. Non, mais voilà, c'est l'originalité, et je trouve que c'est une des plus belles réussites, même si c'est pas nous qui en sommes, c'est vous qui avez tout fait, mais dont je suis un peu assez fière sans avoir rien jamais fait. Mais tu peux nous dire deux mots un peu d'où c'est venu, comment ça s'est fait et comment vous faites quoi pour produire des choses aussi chouettes. Alors les membres fondateurs étaient justement en rapport avec les jeux vidéo, puisqu'ils étaient sur jeuxvideo.com, qui est un forum assez connu où on parle de jeux vidéo, etc. Qui ont décidé de se réunir du coup sur une plateforme de discussion à la fois vocale et écrite qui s'appelle Discord, qui est aussi une plateforme très prisée des joueurs. Et du coup, c'est des personnes qui se sont rassemblées là pour essayer de soutenir la campagne de la France Insoumise. En essayant de faire ce qu'ils pouvaient pour venir en aide, du coup, en développant des sites internet, ce genre de choses. Et du fait que beaucoup de personnes qui étaient présentes étaient eux-mêmes des joueurs enfin voilà, elles avaient envie de réaliser justement un jeu autour du candidat, enfin autour de la campagne, parce que ça partait plus c'était plus pas un rêve, enfin un délire, quelque chose comme ça. Et il se trouve qu'on a eu la chance de pouvoir le faire assez vite, puisqu'on a eu pas mal de personnes qui ont rejoint la communauté, et on a eu la chance d'avoir à la fois des développeurs, des graphistes, des musiciens, des gens qui faisaient du bruitage, etc. Et on a donc fait un petit noyau, une petite équipe d'une quinzaine de personnes, et on a commencé à développer Fiscal Combat du coup sur plusieurs mois jusqu'au mois d'avril, jusqu'à la fin de la campagne. Donc ça c'était un exemple de projet qu'on a fait, mais on répétait la même structure, que ce soit pour faire un jeu vidéo ou pour faire un site internet ou ce genre de choses. C'était toujours le même schéma. Et alors c'est pareil, vous vous êtes auto-exploité collectivement? On s'est complètement auto-exploité. Arrête, c'est pas bien de parler de ça, de la campagne et de l'auto-exploitation. On va éviter de rajouter au dossier, quoi. Suffisamment comme ça chez le juge. Après, je pense que c'est le cas pour tous les militants de manière générale pendant une campagne électorale, mais d'autant plus qu'on avait des deadlines où il fallait absolument qu'on finisse le jeu du coup avant le premier tour. On voulait laisser une petite marge pour que les gens aient assez le temps d'y jouer, etc. Et du coup, on a fini le jeu, le Fiscal Combat, on l'a terminé 1 heure avant la sortie officielle, avec tous les problèmes serveurs qu'il y avait, etc. Et la dernière semaine, on travaillait... je vais peut-être pas dire combien d'heures par jour, mais dis-le par semaine. C'est pas du travail, c'était de l'application militante. Voilà. La citoyenneté, c'est un acte citoyen. Enfin, c'était tous les jours, tout le temps, on était tout le temps en réunion vocale pour régler les détails, etc. Enfin, voilà. Donc, c'était assez intense. Et en plus, vous avez fait des émules. Oui, on a découvert ça plus tard, que pendant la campagne britannique pour les élections générales britanniques, il y a une équipe de Momentum qui s'appelait Game for the Many, qui a fait un jeu qui s'appelle Corbyn Run, qui s'inspirait un peu d'une autre, en mettant en scène Jeremy Corbyn qui courait après Theresa May pour je ne sais plus dans quel objectif exactement. Pour qu'elle rende l'argent, Voilà. C'est un peu l'idée. Ok. Et du coup, toi, comment t'es gamer, t'es arrivé aux jeux vidéo, comment en fait pour reprendre un peu le... Alors moi si je me suis intégré dans le projet juste parce que ça m'intéressait et qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde sur le Discord à ce moment-là. J'ai pas de compétences ni en programmation, ni en graphisme, ni en son, ni rien du tout. Donc du coup, j'ai essayé de faire de mon mieux pour coordonner un peu l'équipe, histoire de mettre en relation par exemple les bruiteurs, trouver quels éléments on avait besoin, etc. T'es l'éditeur en fait. Ouais, mais alors, du coup, t'étais un fan de jeux, enfin tu joues aux jeux vidéo? Moins depuis la campagne, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Tu jouais mais oui, je jouais quand même pas mal
à cette époque, on va dire. Et oui, à la base, j'avais juste rejoint le projet pour l'aspect communication, vu que dès le départ, on s'était dit c'est bien de faire un jeu, mais l'intérêt c'est qu'il soit diffusé le plus largement possible. Donc il fallait qu'on trouve une balance entre un jeu qui a un message politique et un jeu qui soit juste ludique, auquel les masses, enfin le plus grand nombre puisse jouer. Et du coup, je devais m'occuper de la communication. Et comme c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas trop anticiper lorsqu'on était vraiment dans les prémices de la conception du jeu, bah, au fur et à mesure, j'ai pris de plus en plus de place dans le game design et je me suis un peu occupé de toute manière. Et alors, tu peux nous rappeler quelques chiffres du succès de Physical Combat? J'aurais pas de chiffre exact en tête, mais il me semble on est à plusieurs centaines de milliers de joueurs uniques touchés, ça c'est sûr. Au-delà de 500 000, je ne saurais pas dire plus parce qu'on n'a pas trop regardé les chiffres depuis. Après, le concept du jeu, c'était de récolter de l'argent en secouant des oligarques et d'alimenter une cagnotte commune. On voulait juste financer le programme à la base, donc 100 milliards d'euros. Ça, on a dû l'atteindre en moins d'un week-end au final. Sachant que sur une partie, au maximum, les gens pouvaient récolter 30 millions, quelque chose comme ça, donc ça prend comme une certaine somme. Et je crois... C'est chaud pour aller jusqu'au bout des niveau 7-8 max, après et je crois qu'au final, c'est-à-dire avant la fin de la campagne, on a dû réunir près de 800 milliards ou quelque chose comme ça, ou peut-être 1000 milliards. Presque la dette de la France. Et ça fait régler. Pour finir, juste une question, peut-être, du coup, vous, en ce moment, quel est le jeu ou le personnage, je veux dire aussi les personnages, pour dire, voilà, que vous trouvez les plus intéressants à différents points de vue, parce qu'il y a la dimension divertissant, l'esthétique aussi, parce que qu'on a vu au tout début, il y a vraiment, enfin, il y a des jeux qui sont visuellement super bien réussis, enfin il y a donc quels sont un peu, pour faire je sais pas, la pub, vos coups de cœur, allez, comme on dit dans les émissions, vos coups de cœur à l'articulation entre voilà un contenu voilà intéressant, une liberté voilà, une interactivité, et puis moi je vais ressortir le même que je ressors à chaque fois, mais je recommande Undertale, qui est un très bon jeu en termes de représentation et de message. On voit des personnages, il y a des couples lesbiens, le personnage qu'on contrôle est une personne non binaire, et tout le jeu apporte un message sur le fait que dans la vie on peut toujours choisir, que la violence n'est pas forcément une évidence et que parfois en essayant le dialogue, la compréhension, on peut s'en sortir. Pour moi c'est un jeu qui est vraiment intéressant, qui montre pas pourtant d'étendard politique, mais qui pour moi est très politique dans son contenu, tant par l'histoire qu'il raconte que par les mécaniques qu'il met en place pour jouer, parce que voilà, jouer sans tirer sur des gens à l'appel, comme c'est un peu le cliché qu'on a sur le jeu vidéo, c'est assez appréciable de voir qu'il y a d'autres alternatives, quoi. Donc Undertale, c'est mon coup de cœur. Tout de suite. Là, j'ai une liste, j'ai une liste qui défile, il faut que j'en choisisse un. En plus politiquement correct, parce que... on repasse dans une heure. Non, je pense que ça va être Cartlife, mais alors qui est pas récent du tout, qui a 7 ans. Mais je m'y suis réintéressé il y a très peu de temps pour diverses raisons. Mais Cartlife, c'est un jeu qui a été fait par une seule personne avec l'un de ses outils gratuits dont on a parlé un petit peu, qui s'appelle Adventure Game Maker, qui est un jeu qui permet de faire des jeux d'aventure point and click, donc où tu cliques à un endroit, ton personnage y va, tu prends un objet, tu as des dialogues, etc. Et la particularité, c'est que c'est un peu l'anti-Sims. L'idée, c'est qu'on gère, il y a 3 histoires possibles avec 3 personnages qui vivent en Amérique et qui font partie des classes vraiment défavorisées, qui ont des petits jobs, qui galèrent. Il y a une mère dont le mari s'est barré et qui l'a abandonné seule avec sa fille et qui essaye de joindre les deux bouts, un loser un peu qui vend des hot dogs, et puis un autre dont j'ai perdu le nom. Et en fait, on doit gérer cette vie au quotidien, comme dans les Sims, mais de manière très très minutieuse, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher le courrier, payer les factures, aller boire sa bière dans le bar en espérant que quelqu'un vienne nous parler, personne vient jamais. Enfin, c'est vraiment une espèce c'est très fastidieux à jouer, c'est très lourd, c'est pesant, même l'esthétique est en noir et blanc et tout, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un moyen de se projeter dans une vie qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui est la réalité, notamment du créateur, hein, puisque lui, il a trouvé des vieux PC, des vieux trucs pour pouvoir assembler son ordi et programmer son jeu. Ça lui a rien coûté, c'est peut-être le jeu le moins cher de l'histoire,
Mais c'est vraiment une belle démonstration de ce qu'on peut faire avec un jeu pour raconter autre chose que simplement du divertissement. Et... Ouais. Voilà. Alors j'hésite entre deux. Je vais faire de la pub pour un pote qui a sorti un jeu qui s'appelle Save Me Mr. Taco. Et on parlait de passion, on parlait d'études, de comment on fait un jeu. C'est quand même c'est quelqu'un qui fait son jeu, ça fait 3 ans qu'il le fait. Il était pendant ses études et le soir, il faisait son jeu dans son coin. Il faisait un petit peu, il faisait un petit jeu, puis ensuite un jeu un peu plus grand, puis un peu encore plus gros. Puis un jour, il était invité chez Nintendo pour que ça sorte sur sa console. Et 3 ans après, il a sorti son jeu, qui est une preuve d'amour à la Game Boy. À la Game Boy, puisque le jeu à la base était fait pour l'anniversaire de la Game Boy. Et donc c'est vraiment c'est l'illustration parfaite de ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est l'auto-exploitation. Par passion jusqu'où on est prêt à aller. Parce que c'est vrai que souvent on dit t'es passionné, t'as pas besoin d'être payé. C'est une réalité auquel on est confronté. Mais il y a des belles histoires comme ça de gens qui arrivent à sortir leur jeu après énormément de temps, après avoir fait ça le soir, ne pas dormir pour sortir son jeu. Donc un jeu très bien que je recommande qui s'appelle Save Me Mr. Taco. Mais c'est quoi le principe du... C'est comme un vieux jeu sur Game Boy. C'est-à-dire qu'on est un petit poulpe et il faut aller sauver le monde. Ok. Je résume très brièvement. Et Baptiste, toi, tu t'y es remis ou le dernier jeu qui t'a... Après, je ne connais pas autant que la plupart des gens ici, j'imagine, mais si je devais si je devais en citer un, je pense à Star Citizen, ce qui est un gros titre pour le coup, enfin ça devrait l'être, qui est un jeu qui a été crowdfundé du coup, qui a atteint dans les 200 millions d'euros de financement participatif du coup, et il me semble que c'est unique dans l'histoire. Oui, je crois que c'est un des plus gros projets. Mais non, il est. En fait, il sortira jamais. Ouais, voilà. C'est la blague, c'est que je pense qu'il finira jamais ce jeu. J'étais en train de suivre. Quoi, j'aime bien aussi les jeux dans l'espace. C'est le droit. Ok, mais on peut y jouer. Oui, on peut déjà y jouer, mais c'est une version, une pré-version, on va dire. Enfin, c'était juste pour l'aspect crowdfunding, du coup, que je trouvais ça intéressant. Et Hugo? Oui. Le jeu des jeux? En fait, pour préparer l'émission, je me suis rappelé d'un jeu auquel j'ai joué il y a longtemps. Et j'avoue, j'ai craqué tout à l'heure, je me suis réinscrit dessus. À mon avis, j'aurais jamais dû faire ça, mais bon. C'est un projet de logiciel. Ouais, je sais. C'est Kraland. Je sais pas si ça vous parle. Bon, c'est... Kraland. On est vraiment allé chercher dans les interstices de... Mais non, mais... Oh là là, mais en fait... Deep Web. Bah oui, c'est un jeu en ligne, mais par interface... par interface du navigateur, quoi. Tu vois... Kraland, ça parle de quoi? Ouais, et en fait, c'est dans un monde virtuel qui s'appelle Kraland, où il y a 6 empires et qui reprend, en fait... c'est un jeu politique en réalité. T'as les écologistes punitifs, tu vois, quand leur nation, t'as la République de Kraland qui sont crypto-communistes, les confédérations libres. Et en fait, le jeu, il est basique, hein, honnêtement, c'est très pixelisé. Il y a une carte qui s'affiche, on clique avec la souris, ça met 3 secondes à s'afficher. Enfin bref. Mais tout l'intérêt du jeu, il est sur les forums de discussion et sur les intrigues, parce qu'il y a des élections dans le jeu. Pour être gouverneur, ministre de trucs, ministre de bidule, il faut gérer les empires et la cité, quoi. Et c'est peut-être le meilleur jeu politique auquel j'ai jamais joué, parce qu'il laisse énormément de place à ce qui est en dehors du jeu, à savoir les relations entre les joueurs qui sur leur forum proposent leur candidature, viennent discuter, échanger, défendre leur programme. Voilà, un gros truc de joueur de l'ombre, de rôliste des cavernes. Mais ça, c'est parce que j'ai fait des jeux de rôle aussi. C'est un autre épisode, la vie rêvée d'Hugo Bernalicis. Genre du député, mais alors, on sait pas d'où il arrive et comment il est arrivé jusque-là. Tu vois, faut pas être geek parce qu'après tu finis à l'Assemblée nationale. Écoutez, les gamers vont diriger le monde. De toute façon, c'est ce qui va arriver à la fin. Ouais, à la fin. Ou les chats. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Bref. Mais écoutez, merci beaucoup, c'était passionnant. Il y aurait encore des milliards de choses à faire, mais en tout cas, je sais pas si je vais m'y mettre parce que. Mais si, Daniel, prends l'engagement de tout le monde. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment super. Merci encore de vous être rendu disponible et d'avoir partagé votre expérience. Et votre créativité, en tout cas, ça donne envie d'en savoir plus. Et j'espère que ça vous a intéressé ici. Et vous qui regardez ça, pas tout de suite maintenant, mais plus tard.
Merci à toute l'équipe, comme d'habitude François en premier lieu qui a tout organisé, qui est derrière la caméra avec Christophe et puis toute la team Obono. Merci à tout le monde et puis à la prochaine pour un numéro 4, on ne sait pas encore sur quoi, on en reparlera, ça se dispute sur les fils Telegram pour savoir le sujet, mais voilà, il y aura un numéro 4 parce qu'en fait c'est chouette, non? Tu viendras la prochaine? Ça dépend s'il y a, bref, non, D'accord. Je vais pas terminer cette phrase. Et puis à bientôt.